Quelle est la bonne fréquence cardiaque pour ta zone 2? Dans cette vidéo, je vais aider un des auditeurs de la chaîne déterminer s'il court bien son endurance fondamentale à la bonne vitesse ou au bon BPM. Donc dans un premier temps, on va lire son commentaire et ensuite on va le décortiquer et je vais te passer quelques slides aussi pour illustrer mes propos et t'aider à comprendre ce qui se passe à basse intensité, notamment vis-à-vis de la fréquence cardiaque repos, fréquence cardiaque max, fréquence cardiaque par rapport aux zones, etc. Donc sans plus attendre, voyons le commentaire de cet auditeur. Quant à 38 dit: salut, ma FC au repos, au réveil est de 59 BPM. Ma FC max mesurée en course plusieurs fois est de 103 pulses. J'ai du mal à savoir où se situe ma limite d'endurance fondamentale. Donc là, il parle du haut de sa zone 2 ou du premier seuil physiologique. Il dit qu'à 135 BPM, il arrive à dire la phrase suivante quasi d'une traite. Aujourd'hui, je m'entraîne en endurance fondamentale. Je dois être capable de dire cette phrase en une fois pour vérifier que je suis en endurance fondamentale. Une belle salade de mots, un choix intéressant. Il dit ensuite qu'à 140 BPM, il n'est pas capable de dire d'une traite, mais qu'il est quasiment pas essoufflé. Et il cherche à avoir des conseils pour connaître la limite de sa zone d'endurance fondamentale. Et il dit aussi ensuite que la méthode Karvonen lui donne plus ou moins 145 à 160 BPM. C'est pas une fourchette, c'est un râteau pour son endurance fondamentale. Est-ce qu'en endurance fondamentale, on doit être essoufflé? Donc maintenant, commençons à décortiquer son commentaire et voir vraiment ce qu'il en est. Donc il dit au début que ma FC au repos, au réveil est de 59 BPM. Et si on met ça dans le contexte de la population au sens large, je ne sais pas quel âge tu as, mais on voit ici, alors sur des données des États-Unis, je crois qu'il y a plus de 30 000 data ou 30 000 points de données ou de personnes qui ont été recensées sur cette étude. 59 BPM, ça te met bien à gauche de la moyenne, ce qui est une bonne chose, d'accord? Ce qui est une bonne chose. Je savais pas, avant de regarder ces stats, je ne savais pas que la moyenne de population pour chez les hommes était environ de 70 BPM au repos. Ce qui est haut, ce qui est très haut, entre 30 ans et 80 ans. Forcément, quand tu es jeune, elle est un petit peu plus haute du fait de ton développement, du cœur qui est un petit peu plus petit. Mais voilà, 59, c'est déjà bien pour quelqu'un qui est actif. Ensuite, on va un petit peu plus loin. Ma FC max, mesurée en course plusieurs fois, est de 103 pulses. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fréquence cardiaque maximale, elle est déjà contextuelle, elle est dépendante de l'activité que tu vas faire. Tu n'auras pas la même FC max en course à pied que si tu es sur un vélo. Tu n'auras pas la même FC max s'il fait 37 degrés dehors comme maintenant ou s'il fait 20 degrés dehors. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes ces valeurs-là, mais on peut quand même les contextualiser, par exemple, avec ce graphique. Alors, dans ce cas-là, c'est des datas que j'ai mesurées sur le vélo. Donc, en moyenne, on pourrait s'attendre à des valeurs de FC max qui sont plus élevées en course à pied. Du fait simplement de la position dans l'espace, on est assis sur un vélo, on est debout quand on court, en plus il y a les rebonds, en plus de ça il y a plus de masse musculaire impliquée dans la course à pied, tout ça fait qu'en moyenne, chez la personne moyenne on va dire, qu'on a une fréquence cardiaque qui est un petit peu plus élevée en course à pied. Et là on voit qu'on est sur le haut de la fourchette en vélo, mais je pense qu'on verrait des valeurs qui montent jusqu'à 210, peut-être même 215 BPM pour certains en FC max en course à pied. Cela dit, on a, comme je l'ai dit déjà, une énorme variation de personne en personne. J'ai parlé de moyenne plusieurs fois. La moyenne, c'est personne. C'est ça qu'il faut bien comprendre et c'est, à mon avis, un point qu'on met trop de côté quand on parle de statistiques, d'études, etc. La moyenne, c'est personne. Il n'y a pas une seule personne qui est la moyenne. La moyenne, c'est une simplification de toutes les données qu'on a collectées sur un ensemble, alors d'une démographique ou d'une autre, mais ce n'est pas une personne en particulier. Et même si ta FC tombe sur la moyenne de population, toi, tu n'es pas la moyenne. Donc, il faut vraiment bien contextualiser cette idée de moyenne et pas se faire avoir parce que ici, tu vois que pour une personne de 40 ans, par exemple, là, on regarde des données de FC maximale. On a une variation qui est de l'ordre de 45 BPM, même un petit peu plus si on va chercher un poil plus haut. Donc c'est énorme comme variation d'une personne à l'autre, et juste parce que la moyenne est à 180 ou 183, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Et il faut prendre en contexte ton niveau d'entraînement, ton âge, encore une fois la température, ton niveau de fatigue. Il y a plein de choses qui vont être qui vont influer cette valeur de FC max. Donc il ne faut pas trop s'en préoccuper, mais ça peut être intéressant de la suivre dans le temps pour voir l'évolution des choses. Et enfin, il demande: est-ce que tu pourrais me donner des conseils pour connaître la limite de ma zone d'endurance fondamentale ou sa limite supérieure de la zone 2, et finalement est-ce qu'en EF on doit être essoufflé? Alors je
Je réponds d'abord à la dernière. Normalement, en endurance fondamentale, on ne devrait pas être essoufflé. On devrait pouvoir respirer confortablement. Si on parle d'un point de vue physiologique, on a un état interne stable au niveau musculaire, au niveau local. C'est-à-dire que oui, le cœur pompe, le système central fonctionne, mais la charge métabolique, elle est vraiment concentrée au niveau des jambes et elle peut être complètement assumée au niveau des jambes. Si on veut parler un peu plus techniquement, j'ai fait une vidéo là-dessus récemment, on peut dire que la zone 2, le haut de la zone 2, c'est l'intensité à laquelle ta capacité mitochondriale, les mitochondries qui sont dans tes cellules, peuvent faire face à la production de lactate dans la cellule. D'accord. Donc, d'un côté, tu produis du lactate du fait de l'utilisation des sucres. C'est un processus qui est naturel, qui survient à toute intensité, même à basse intensité. De l'autre côté, tu as les mitochondries qui vont pouvoir recycler ce lactate jusqu'à une certaine quantité produite par unité de temps, par seconde, par minute. Et en gros, c'est ce flux glycolytique qui doit être tamponné, absorbé par les mitochondries. Dès le moment où la mitochondrie ne peut plus absorber le lactate qui est produit, eh ben, on a ce lactate supplémentaire, ce lactate en surplus, si on veut parler comme ça, qui vient se manifester dans le sang, dans la circulation systémique globale. Et c'est ça qu'on va mesurer quand on fait des mesures de lactate notamment. Donc pour revenir à ça, on devrait avoir un équilibre métabolique au niveau local, au niveau musculaire, et on n'a pas de production de CO2 excessive, ce qui fait que la ventilation normalement ne doit pas ou très peu être affectée durant un entraînement d'endurance fondamentale. On revient sur le conseil que je donnerai juste après, mais avant ça, je voulais voir une autre slide ici avec des zones qu'on retrouve assez souvent, hein, encore une fois, des pourcentages de fréquence cardiaque maximale, et on a aussi à droite, avec la méthode Carbonone, les pourcentages de fréquence cardiaque de réserve. La réserve étant FC max moins FC min, et on a ensuite cette fourchette avec laquelle on va travailler. Et certains disent oui, Carbonone c'est plus précis, mais si on regarde, peu importe l'une ou l'autre, la problématique c'est que là aussi il y a une variation énorme de personne en personne, et même si la moyenne c'est 70% pour les hommes, 70% de FC max pour le premier seuil, c'est-à-dire le haut de la zone 2 de l'endurance fondamentale, et ben on a des valeurs qui vont de 55 jusqu'à 80%. Selon la personne et selon le test qu'on a fait. D'accord ? Donc, encore une fois, cette variation, elle montre bien qu'on ne peut pas juste prendre un pourcentage d'une fréquence cardiaque maximale, que ce soit avec une méthode ou une autre, peu importe, ce n'est pas la bonne manière d'y arriver. Et j'avais fait un petit tableau récapitulatif, je te le mets là à l'écran et je t'invite à faire une pause pour bien regarder ça, voire même faire une capture d'écran si tu souhaites l'avoir avec toi. Et en parlant des différentes problématiques, avec notamment les pourcentages de fréquence cardiaque maximale, les pourcentages de VMA qui sont aussi problématiques. Et à mon avis, il y a deux voies intéressantes pour déterminer vraiment l'intensité de ta zone 2 ou ton endurance fondamentale qui vont reposer sur le ressenti, le RPE que tu vois tout à droite ici. Le RPE qui est très bien documenté, j'ai épluché la recherche, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que c'est vraiment étudié, ça a été formalisé il y a bien plus longtemps que ça par Gunnar Borg, un chercheur qui s'était spécialisé justement dans le ressenti et le lien entre le ressenti et l'effort physique notamment. Et ça, c'est des choses que je documente dans mon mini-guide sur le RPE, la méthode RPE. Si ça t'intéresse, clique le lien dans la description pour savoir comment l'utiliser, comment le mettre en place, comment faire des tests avec le RPE. Il y a plein de choses qu'on peut faire, quantifier ta charge d'entraînement en mixant les modalités d'endurance et les modalités de force. Il y a vraiment plein de choses que tu peux faire. Et donc, je pense que le RPE, le ressenti, c'est la meilleure base de départ. La meilleure base de départ parce que c'est simple. Et bien entendu, si tu ne l'as jamais utilisé, ça va te prendre un peu de pratique pour bien te l'approprier, bien la comprendre et bien la mettre en place. Il faut faire des répétitions, il faut pratiquer sur le terrain. D'accord ? Donc, on ne peut pas juste dire « ouais, mais moi je suis nul, je ne sais pas ce que je ressens ». Ben, peut-être que c'est vrai maintenant, mais tu as l'opportunité d'apprendre. Tout comme tu as développé tes capacités physiques, tu peux développer la connexion entre ton ressenti et l'effort physique que tu es en train de fournir. Et ça va améliorer tes séances, ça va améliorer le suivi de ton entraînement, ça va améliorer aussi ta manière de gérer les efforts, que ce soit à l'entraînement ou en course. Donc à mon avis, c'est extrêmement important de mettre l'emphase sur ce RPE, que tu sois sportif ou coach. Et en plus de ça, ce qu'on peut faire, c'est regarder également la fréquence cardiaque. Alors pas la valeur de fréquence cardiaque, mais la cinétique de fréquence cardiaque, c'est-à-dire comment la fréquence cardiaque évolue au cours de l'effort. Et là, ce que tu vois, c'est deux exemples. À gauche, un effort
à 130 watts, donc un effort à intensité constante. C'était basé sur mes données de fréquence cardiaque et tu vois que la fréquence cardiaque en dessous, eh ben, elle reste bien stable après une petite période d'élévation au départ. Elle reste bien stable sur toute la séance. Alors qu'à droite, ça reste stable à 130, mais dès le moment où je passe à 170, mon premier seuil étant aux alentours des 140-145 watts, eh ben, on voit qu'il y a une dérive cardiaque à 170 watts. Et ça, cette dérive, ce décalage vers le haut, si tu veux, va nous indiquer qu'on a une charge interne qui n'est pas localisée, qui est maintenant globalisée et qui est un petit peu trop importante par rapport à un effort de zone 2 ou d'endurance fondamentale. Maintenant, une chose à bien entendu prendre en considération, surtout dans cette période où il fait très chaud, c'est que la chaleur va avoir une influence sur ta fréquence cardiaque et sur ton ressenti également. Donc il va falloir ralentir et il va falloir gérer tes efforts intelligemment par rapport au temps de la journée, par rapport à ton hydratation, par rapport à ton apport en nutriments, en glucides, à tes repas. Donc très très important de ne pas essayer de faire les mêmes perfs que tu faisais quand il faisait 20 degrés. Quand il fait 37 ou même 40 degrés. D'accord ? Très très important. Ton corps, il va dépenser plus d'énergie pour se débarrasser de cette chaleur interne. D'accord ? Et ça va en gros prendre des ressources. Et c'est des ressources qui ne sont pas disponibles pour faire l'effort physique en lui-même. Donc encore une fois, ne t'attends pas à faire les mêmes perfs ou les mêmes allures que ce que tu fais d'habitude quand il fait plus frais. Et cette idée de dérive cardiaque, eh ben, même si tu restes à la bonne intensité en termes d'effort, en termes d'allure ou en termes de vitesse dans ta course à pied, eh ben, c'est possible qu'avec la chaleur, ça te fasse dériver ta fréquence cardiaque. Donc, pose-toi bien la question au niveau de ton RPE et regarde ta fréquence cardiaque. On n'est pas dans du ou, on est dans du et. C'est-à-dire qu'il faut savoir regarder plusieurs choses en même temps. Et on revient tout simplement au triangle de Seiler. Le triangle de Seiler qui nous parle de 3 paramètres, les 3 P, pour quantifier un effort, notamment en endurance, avec une mesure de performance, une mesure de perception et une mesure de physiologie. La performance, c'est la charge externe, c'est le travail que tu fais, donc c'est soit la vitesse en course à pied, les watts en vélo, charge externe, et la charge interne, elle est partagée en 2 paramètres, le paramètre perceptif, ce que tu perçois au niveau de tes sensations, et le paramètre physiologique que tu mesures au niveau de ta fréquence cardiaque, de ton lactate, de ton oxymétrie musculaire ou d'autres paramètres qu'on peut mesurer. Donc fais bien le tri entre ces choses-là, comprends bien quels paramètres tu es en train de regarder et essaye toujours d'associer une charge interne physiologique, ta fréquence cardiaque dans ce cas-là, avec ta charge interne perceptive, ton RPE, ton ressenti de difficulté, et également la charge externe associée, donc la vitesse de course à pied. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis très content de refaire un petit peu de contenu pour la chaîne, ça faisait un petit moment, à part les podcasts, que j'en avais pas fait. N'hésite pas à me poser tes questions en dessous si tu as d'autres cas pratiques comme ça sur lesquels on peut travailler ensemble. Je pense que c'est intéressant de voir des cas concrets de terrain et d'essayer d'y répondre avec un petit peu de théorie à côté. Si ce format te plaît, encore une fois, partage-le sur tes réseaux, mets-moi un commentaire en dessous et on se voit dans la prochaine vidéo.